Kikou, c'est Guitou. Je reviens pour mon deuxième rapport de bataille sur X-Wing, le jeu qui m'anime en ce moment. Et je vais vous faire un rapport de bataille qui s'est déroulé donc en octobre 2024. Cette fois-ci, j'ai affronté un joueur euh, humain, un véritable opposant, à savoir Starjeff 3D. Nous nous sommes rencontrés à Compiègne lors d'une soirée de l'association La Table des Stratèges, donc une association à laquelle j'adhère et avec qui je peux progresser petit à petit sur du X-Wing. Il ne joue pas que à du X-Wing, il joue à plein d'autres jeux. Association extrêmement sympathique et extrêmement fair-play. Voilà. Euh, donc j'avais décidé pour l'occasion de jouer l'Empire Galactique, puisque mon ami Jeff, lui, est un joueur rebelle, et donc pour respecter le côté fluffique de la game, nous avons décidé de jouer Empire Galactique contre Rebelle. Je profite, c'est le début de la vidéo, tout le monde ira certainement pas au bout. Si vous avez envie de jouer à X-Wing contre moi, si vous voulez découvrir le jeu X-Wing, que vous êtes en Picardie ou dans les départements adjacents à cette belle région, contactez-moi via YouTube et puis je me ferai un plaisir de passer du temps et de jouer avec vous. Voilà, fin de la petite annonce promotionnelle. Donc je voulais jouer Empire et je voulais jouer des Strikers. Pourquoi des Strikers? C'est un vaisseau qui me plaisait bien sur le papier depuis un vrai moment. Mais j'ai jamais réussi à faire une liste AMG sous le format des points AMG découverts en début d'année. Et avec le XWA, là, le nouveau barème de points, eh ben, on peut jouer 5 strikers dans une liste en mode semi-nué. Et bah, ça me branchait bien. Et j'ai décidé donc de faire une liste qui me permette de tester ce châssis avec, bah, quelque part, j'ai quasiment tous les pilotes qui existent sur ce châssis. Qu'est-ce que dire de ce châssis? Déjà, ce châssis, de prime abord, il paraît assez lent. C'est une de ses particularités. Il a voilà, son cadran de manœuvre hein, qui est bien mais pas fou, mais c'est surtout qui est court, qui s'arrête donc qui n'a pas de manœuvre au-delà de 3. Donc de prime abord, on se dit, ouais, ça va être. Qu'est-ce qu'il est lent, ce brave garçon? Et c'est totalement faux pour une raison toute simple, c'est qu'il a une caractéristique propre au châssis qui s'appelle aileron adaptable et qui fait que avant de révéler mon cadran, qui me permet de faire des manœuvres de 1, 2 ou 3, si je ne suis pas stressé, je dois accélérer, c'est-à-dire que je dois faire soit un tout droit 1, soit un virage léger 1 d'un côté ou de l'autre. Ce qui revient à dire que je me déplace de 1, et ensuite je fais une manœuvre de 1 à 3, ce qui fait qu'en fait je me déplace, je peux potentiellement aller même au-delà de 5 par le jeu je me déplace de mon socle, et je remets mon socle devant, et je me déplace de 3, et je remets mon socle devant, donc je me déplace enfin pas presque, je me déplace au-delà de 5. Donc finalement c'est un vaisseau extrêmement rapide qui est assez difficile à justement à manœuvrer quand on veut faire des petits déplacements. Donc, commençons par le commencement. Le chef d'escadrille, à savoir Duchess, l'as urbain. Donc, elle dispose de. Donc, tous les strikers hein, disposeront de 3 dés d'attaque, 2 dés de défense et 4 points de coque. En action, ils peuvent réaliser un focus, une esquive ou un tonneau. Et le Duchess a cette particularité, au-delà de son initiative de 5 qui lui permet de tirer dans les premiers, d'être un des premiers vaisseaux à tirer, elle peut choisir de ne pas utiliser ses ailerons adaptables, ce qui est un gros avantage, parce que c'est pas toujours, et j'en ai fait les frais, évident
de bien bouger, bien se retrouver là où on veut avec ce système qui est vraiment unique, hein. C'est vraiment ce système d'aileron adaptable, c'est vraiment une particularité sur ce châssis qui fait que, excusez-moi, qui fait que c'est assez difficile de prévoir ses trajectoires. Déjà que dans X-Wing, c'est pas évident de savoir où va finir son vaisseau quand on fait qu'un seul mouvement. Quand vous en faites deux, ça devient beaucoup plus drôle et en général, ça demande pas mal de travail pour pas aller se mettre dans des obstacles ou encore pire dans des astéroïdes. Et donc, elle peut aussi utiliser ses ailerons, même si elle est stressée, ce qui est un gros avantage. Donc, elle fait vraiment ce qu'elle veut de ses ailerons adaptables. Et je lui ai rajouté en artilleur le cinquième frère, qui a donc un point de force qui est récurrent, et c'est principalement ça qui m'intéresse, parce que sa compétence du cinquième frère n'est pas folle, pratique mais pas folle, c'est que quand j'effectue une attaque, je peux dépenser un point de force pour changer un de mes résultats focus en dégâts critiques, au lieu de normalement un dégât normal. C'est-à-dire que c'est une compétence normale de la force, pour un point de force, on peut changer un focus en dégâts. Bon là, on peut le changer en dégâts critiques, ce qui est bien, mais pas top. Non, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir ce point de force sur Duchess qui me permettra de me repositionner et de garder un point de force pour soit attaquer, soit défendre en fonction des différentes opportunités. Dans le cas où j'ai besoin de faire des manœuvres de tonneau pour pouvoir me positionner différemment et donc je ne pourrais pas faire de focus parce que le châssis Striker nativement ne peut pas faire d'action double, et ben le fait d'avoir un point de force récurrent va me permettre de faire quand même d'optimiser mes jets de dés quand je vais jouer Duchess. Le deuxième vaisseau, c'est Pur Sabak. Attendez, le parieur confiant. Voilà. Donc lui, il a une initiative de 4. Pareil, hein, 3 dés d'attaque. Je ne vous le dirai pas à chaque fois, mais voilà, il y a la même caractéristique, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 4 points de coque. Mêmes actions que le précédent. Lui, sa compétence de pilote, c'est que tant que vous effectuez une attaque, si vous n'avez pas une carte de dégâts, si vous avez une carte de dégâts ou moins, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Ce qui veut dire qu'il a 4 points de coque, et donc il faudra lui infliger 2 points de dégâts pour qu'il ait réellement ses 3 dés d'attaque. Avant ça, il a 4 dés d'attaque, ce qui est très intéressant. Et pour renforcer ça, bah forcément, qu'est-ce qu'on fait? On lui rajoute un bouclier amélioré, ce qui fait que potentiellement, il va falloir donc, à partir de son 3e dégât effectif, il ne sera qu'à 3 dés d'attaque au lieu de 4. Donc en début de partie, il cogne très fort. Le suivant est Countdown, Trompe la mort. Il est également en initiative 4. Il a donc sa compétence tant que vous défendez après l'étape neutraliser les résultats. Si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez subir un dégât et gagner un marqueur stress. Dans ce cas, vous annulez tous les résultats de dés. Donc celui-ci, c'est pas compliqué, c'est s'il n'est pas stressé, même si vous avez fait 5, 6 dégâts, sachant qu'on peut lancer que 6 dés hein, dans X-Wing, en dés d'attaque, et ben il prend un seul dégât, un marqueur de stress, et tout le reste, vous le mettez à la poubelle. C'est fort, c'est très résilient, et c'est potentiellement très agaçant pour l'adversaire de lancer des dés pour ne faire qu'un malheureux dégât. Quand les dés d'attaque touchent, en plus. Donc il n'a pas réussi à esquiver. Là-dessus, je lui ai rajouté ce talent qui est la manœuvre improbable. Donc tant que vous effectuez une attaque tant que vous effectuez une attaque de l'arc avant, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir du défenseur, il lance un dé de défense en moins. Donc en clair, quand je l'attaque de côté ou de dos, mon adversaire lance un dé de défense en moins. Donc mon idée avec Countdown, c'est de l'envoyer au charbon. Hein. Potentiellement, il est difficile à one-shot. En théorie, on ne peut pas le one-shot, sauf s'il est stressé. On va essayer de l'envoyer sur les côtés ou derrière les autres pour pouvoir faire du dégât et virer petit à petit différents vaisseaux. Et j'ai rajouté aussi adresse au tir. C'est dans le cas où il se trouve
si mon défenseur est dans le bullseye, bah, je peux changer un dégât en dégât critique. C'est sympa, il me restait des points et ça va plutôt bien avec manœuvre improbable. Donc si je le flanque et qu'en plus il est dans le bullseye, ça fera potentiellement très mal. Ensuite, le suivant, c'est Vagabond, démolisseur désavoué. Après, vous êtes placé en utilisant les ailerons adaptables. Si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez larguer un engin. Donc en clair, ça veut dire que je peux larguer 2 engins par tour. C'est-à-dire des mines ou des bombes. Pourquoi 2 engins? Puisque normalement, on largue les engins à la phase système. Donc la phase système, c'est une fois qu'on a choisi son cadran, que tout le monde est d'accord, c'est la phase système. Donc c'est à ce moment-là que je peux lâcher un engin. Donc là, à cette phase-là, je peux lancer un engin. Et avec Vagabond, après qu'il ait fait ces ailerons adaptables, donc ces ailerons adaptables interviennent avant de révéler le cadran, donc juste cette petite phase avant, je fais mon accélération, je largue un deuxième engin. Et ça, c'est très sympathique. Donc il faut bien l'équiper, ce brave garçon. Et donc nous lui mettons des détonateurs thermiques. Donc les détonateurs thermiques, pendant la phase système, et donc moi sur celui-là, après qu'il ait fait utilisé ses ailerons adaptables, je peux dépenser jusqu'à 2 charges, il en a 4, pour larguer autant de détonateurs thermiques sur des gabarits de 1 à 2. Chacun de ces détonateurs devant être placé, pardon, j'ai des problèmes ce soir, devant être placé sur un gabarit différent. Voilà. Potentiellement, ce sont des choses qui sont récupérables, mais là, j'ai pas prévu moyen de les récupérer, ces charges. Et donc, quand ça explose un détonateur thermique, chaque vaisseau et engin distant à portée 0,1 lance un dé d'attaque. Chaque vaisseau gagne un marqueur de contrainte. Et donc, on lance un dé d'attaque et on gagne un marqueur de contrainte quand on fait un focus sur le dé, donc quand on tire l'œil, ou quand on fait un dégât ou un dégât critique, et ben, on récupère le dégât ou le dégât critique. Ce qui veut dire que sur un dé à 8 faces, vous avez donc 6 faces où il se passe quelque chose. C'est pour ça que j'ai choisi cet équipement, parce que potentiellement, vous avez 6 chances sur 8 de faire quelque chose avec ce détonateur. Et donc, le dégât, tout le monde sait, dégâts et dégâts critiques, on sait ce que ça induit. Et la contrainte, pour rappel, ça veut dire que la prochaine fois que la personne qui est contrainte, et donc qui a un marqueur contraint, défend, et ben, elle lance un dé de défense en moins. Donc je ne le touche pas tout de suite, mais si je lui retire dessus, ou si j'ai un ailier qui vient lui tirer dessus, il lance un dé de défense en moins. Donc c'est, sur le papier, très intéressant, les détonateurs thermiques. Je rajoute au Diable Lévaris un bombardier compétent. Donc, lorsque je largue un engin, je peux utiliser un gabarit de même direction, mais d'une vitesse supérieure ou inférieure à 1. Ce qui veut dire que donc pour mes bombes, je peux larguer de 1 à 3 mes bombes. Et je rajoute aussi insaisissable, qui est une compétence qui me permet, quand je défends, de pouvoir relancer un dé en dépensant sa charge. Et cette charge, je peux la récupérer si je fais une manœuvre rouge. Cette carte est sujet à débat chez moi de plus en plus, parce que le retour d'expérience, c'est que je la trouve chère pour finalement un résultat pas fifou. Je m'explique 3 secondes. Quand vous faites un dé, vous faites un lancer, vous avez un dé vierge. Quand vous le relancez, si vous n'avez pas d'autres modificateurs type un focus sur votre vaisseau, la probabilité d'avoir le résultat qui vous intéresse, c'est-à-dire l'esquive, eh ben, elle est 2 sur 8. Donc c'est une carte qui coûte un peu cher, je trouve, pour potentiellement avoir une chance sur 8, 2 chances sur 8, pardon, donc une chance sur 4 de réussir quelque chose. C'est pas fou. Et même si j'en rajoute, même si j'ai un focus, ça va pas chercher très loin.
De mémoire, c'est du 5 sur 8. Donc, je trouve pas ça extraordinaire. C'est une des rares cartes qui permet de relancer les dés de défense, mais en ce moment, j'avoue que je l'ai utilisé plusieurs fois ces derniers temps et ouais, c'est beaucoup du vierge, relance vierge et ça fait mal. Ça fait mal d'avoir claqué des points et après vous êtes obligé de vous stresser pour récupérer la charge, pour pouvoir réespérer. Ouais, c'est pas fifou. On verra, il y a Predator, on va le voir sur mon adversaire avait Predator qui a le même genre de mécanique en attaque et qui est beaucoup plus intéressante. Et qui bien sûr est moins cher. Et pour finir de tergiverser, je rajoute une coque améliorée, ce qui fait que lui a 5 points de coque. Donc il est un peu plus costaud, balèze, solide. Voilà. Et le petit dernier, qui est un générique tout simple, donc une sentinelle planétaire. Lui a pas grand chose de particulier. Je lui rajoute un bouclier amélioré, ça permet de le rendre un peu plus solide. Lui, sa mission, ça va être de tenir un objectif et de tourner autour. Généralement, j'aime bien avoir un perso qui coûte pas très cher, ce qu'on appelle un filler. Mais le but du filler, c'est soit d'aller striker des vaisseaux qui sont un peu hors de la zone de combat, ou alors d'aller tout de suite sur un objectif et de tourner autour pour marquer du point. Mon adversaire, quant à lui, jouait rebelle, et donc il jouait des X-Wing. Donc il jouait un vétéran de l'escadron rouge. Donc lui, il est en initiative 3. Donc vous avez vu, moi, c'est de mémoire, c'est 5, 4, 2 et 1 en initiative. Et donc mon adversaire, mon opposant, jouait donc un vétéran de l'escadron rouge. Donc les X-Wings, c'est 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 4 points de coque et 2 boucliers. Ça, c'est faire comme action, nous avons le focus, le verrouillage et le tonneau. Le vétéran de l'escadron rouge, c'est un générique, donc il n'a pas de compétences de pilote, puisqu'il n'y a pas de pilote nommé. En termes de déplacement, c'est un châssis assez mobile, qui peut aller jusqu'à 4. Il a 6 manœuvres bleues, ce qui est plutôt bien, même si ça le rend un tout petit peu prévisible pour savoir quand il a besoin de déstresser, qu'est-ce qu'il va nous faire comme manœuvre. On sait que ça va être du tout droit ou du virage léger. Ça peut s'anticiper quand on sait bien jouer, ce qui n'est pas mon cas, mais je sais que ça peut s'anticiper, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Et le X-Wing a d'office cet équipement qui s'appelle le serveur S-Foil. Donc c'est les ailerons repliés. Et tant que les ailerons sont repliés, j'ai un dé d'attaque en moins sur une attaque principale. Et par contre, ça me permet d'avoir l'action d'accélération et une action double qui est focus plus accélération rouge. Voilà, et je peux retourner cette carte quand c'est à mon tour. Et donc, quand je la retourne, hop, aileron déplié. Et cette fois-ci, je reviens à la normale, c'est-à-dire que je récupère mon 3e dé d'attaque. Voilà. Voilà pour la particularité. C'est une mécanique qui est, je trouve, pas toujours simple. Enfin, faut y penser. La difficulté, c'est de bien avoir en tête comment sont tes ailerons au moment où tu joues, parce qu'il faut l'annoncer en début de mémoire, il faut l'annoncer avant de révéler son cadran de manœuvre, si je déploie ou si je referme mes ailerons. Et voilà. Avec déjà un des joueurs cool, ça permet, on a un droit à l'erreur. Et Jeff lui avait mis un Astromech R2. Donc après avoir révélé le cadran, on peut dépenser une charge, il en a 2, pour gagner un marqueur de désarmement, ce qui est pas bien, mais récupérer un bouclier, ce qui est très bien. Il avait pris un 2e vétéran de l'escadron rouge, donc je ne reviens pas dessus, qui a donc le même cadran de manœuvre, qui a les S-foils, faire retirer, et lui par contre disposait de insaisissable, la carte que je vous ai présentée auparavant, qui permet de relancer un dé de défense, et un Astromech R4 qui permet de diminuer la difficulté des manœuvres 1 et 2. Donc ça veut dire que ces manœuvres 1 et 2 étaient toutes bleues pour ce chasseur.
Ensuite, nous avions un RZ1, à savoir Arvel Crinid, le Green Leader. Donc, un RZ1, ça a 2 dés d'attaque, 3 dés de défense, 2 points de coque et 2 points de bouclier. Ça peut faire des focus, des esquives, des verrouillages, des tonneaux et des accélérations. En termes de cadran de manœuvre, ça peut aller très vite, puisqu'il va jusqu'à 5 manœuvres. Et là, vous voyez, les manœuvres bleues qui permettent de déstresser, ben, en 2, ça laisse beaucoup plus de champ, de possibilités de surprendre l'adversaire tout en retirant son point de stress. En compétence de pilote, donc tant que vous effectuez une attaque à portée 0, considérez-le comme une attaque à portée 1. En clair, normalement en portée 2, on ne peut pas tirer et on ne bénéficie pas de bonus de portée. Là, en l'occurrence, ce pilote permet de venir bumper dans un adversaire et de lui tirer dessus et de bénéficier du bonus d'attaque. Donc quand il vous colle, il tire à 3 dés et non pas 2. Et si vous devez échouer une action d'accélération qui vous amènerait à chevaucher un autre vaisseau, donc en clair à le bumper, vous pouvez la résoudre comme si vous exécutiez partiellement une manœuvre à la place. Donc, votre accélération, elle vous permet de vraiment rentrer dans l'adversaire, ce qui normalement n'est pas possible. Normalement, une accélération, si je bump, elle est annulée et je reste à ma place. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment un chasseur qui est prévu pour vous rentrer dedans et vous bloquer. C'est un bloqueur typique. Donc les chasseurs RZ1 ont des propulseurs vectoriels. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action d'accélération rouge. Voilà, donc il peut avoir ces 5 actions et potentiellement il peut encore accélérer. Donc, sachant qu'on ne peut pas faire 2 accélérations dans le même tour, hein, mais il peut très bien faire les 4 premières actions qui sont le focus, l'esquive, le lock ou le tonneau et refaire une accélération rouge. Ça veut dire qu'il peut faire ce qu'on appelle un double repositionnement, c'est-à-dire tonneau plus accélération. Il dispose d'un talent qui s'appelle Predator, j'en parlais tout à l'heure. C'est celui-ci que j'ai évoqué, qui permet que quand on fait une attaque principale, si le défenseur est dans le bullseye, on peut relancer un dé d'attaque. Les dés d'attaque, sur un dé de 8, vous avez 3 dégâts normaux et 1 dégât critique. Donc potentiellement, nativement, quand vous relancez un dé, vous avez une chance sur 2 d'avoir une touche. Donc une chance sur 2 de faire avec une relance, c'est juste 75% de chance de réaliser une touche. Donc, pour moi, c'est très fort et elle coûte quand même un point de moins que celle d'insaisissable. Donc c'est quand même une prime à l'attaque qui est clairement marquée dans X-Wing, que je découvre vraiment au fur et à mesure, mais plus je gratte, plus je m'aperçois qu'il y a une prime d'attaque. On peut trouver plein de cartes qui permettent d'avoir des dés d'attaque supplémentaires. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des dés de défense supplémentaires. Et on a plein de cartes pour bonifier ses attaques et assez peu de cartes pour bonifier ses défenses. Et donc ce RZ1 possède aussi post-combustion, une carte intéressante avec 2 charges. Quand on a effectué une manœuvre à vitesse 3 à 5, quand on commence à aller bien de l'avant, on peut dépenser une charge pour effectuer une action d'accélération. Donc lui, il peut potentiellement vraiment aller vite et et faire pas mal. Normalement, à tous les tours, vous faites une accélération. Donc, que ce soit avec les propulseurs vectoriels, la post-combustion ou les actions, il est peu probable que vous ne fassiez pas beaucoup d'accélération. Voilà pour le premier RZ1, car il y en a un deuxième, le célèbre Jack Farrell. Je dis célèbre parce qu'il est très joué. L'instructeur avisé, donc il possède les mêmes compétences. Je ne reviens pas dessus sur le nombre de dés. Sur les actions sont identiques. Le cadran de manœuvre, c'est le même. Sa compétence de pilote. Alors, après avoir effectué un tonneau ou une accélération, vous pouvez choisir un vaisseau allié portée 0 ou 1. Ce vaisseau peut effectuer une action de focus. Point précis, quand c'est une portée 0 à 1, ça vous inclut dans le bonus. C'est-à-dire que quand ce vaisseau
fait un tonneau ou une accélération, il peut choisir d'être le vaisseau allié qui va bénéficier, qui va pouvoir réaliser une action de focus. C'est une action double cachée. Il bénéficie également des propulseurs vectoriels pour faire des accélérations rouges. Et comme au-dessus, ce n'est pas précisé, quand vous faites une action rouge, vous pouvez éventuellement bénéficier d'un focus. Voilà. Donc il y a pas mal de combos qui peuvent être imaginables. Il a insaisissable, c'est la fameuse carte qui vous permet d'avoir un dé de relancer un dé de défense. Et vous voyez, pour recharger le dé de défense, c'est là où moi je trouve qu'il y a des limites. Sur certains châssis, là vous avez du rouge que sur des manœuvres de retournement. Donc le seul moyen de récupérer ce dé de défense, cette relance de dé de défense, c'est en faisant une manœuvre de retournement, donc vous allez prendre en plus un point de stress. Donc la carte coûte cher, et en plus, pour pouvoir le récupérer là sur un châssis comme ça, vous êtes obligé de vous stresser. Et donc derrière de faire une manœuvre bleue. Certes, là, ce châssis-là permet de facilement éliminer le stress. Mais quand même, je me répète, je commence à avoir des grosses difficultés à accepter le coût. C'est le coût qui fait vraiment la différence. La carte est sympa, il n'y a pas de débat, ça peut être une bonne combo. Mais payer 4 points de loadout pour ça, quand on sait que Predator, que je vous ai présenté juste avant, il en vaut que 3, que les XWA ont baissé drastiquement le nombre de points de loadout qu'on peut mettre sur ces vaisseaux, ça devient vraiment un acte de foi que de prendre cette carte-là. En tout cas, je pense que je vais la jouer de moins en moins souvent. Et ça n'engage que moi, vous pouvez me dire le contraire, et j'ai certainement tort, puisque je débute dans le jeu. Manœuvre improbable, j'en ai parlé tout à l'heure, donc en fait, quand ce vaisseau attaque et qu'il n'est pas dans l'arc d'attaque de l'adversaire, et ben l'adversaire il lance un dé de moins de défense. Et il a des missiles ioniques, donc ça ce sont des missiles, avec donc on lance 3 dés d'attaque, ça a une portée de 2 à 3. Et, il en a 3, donc à chaque fois il dépense un marqueur, et si cette attaque touche, vous dépensez un résultat touche ou touche critique pour faire subir un dégât au défenseur, et tous les autres résultats touche ou touche critique infligent des marqueurs ioniques au lieu de dégâts. Les marqueurs ioniques immobilisent, grosso modo, immobilisent le vaisseau, ou tout du moins vont faire que le tour d'après, il a beaucoup moins de possibilités de manœuvre, et donc on peut facilement anticiper où il sera et pouvoir à nouveau lui retirer dessus. Encore un vaisseau, donc Orton Salm, Grey Leader, donc ça c'est un Y-Wing. Donc ça, le Grey-Wing il a 2 dés d'attaque, un seul dé de défense, 6 points de coque et 2 dés de bouclier. 2 dés de bouclier, 2 points de bouclier, pardon. En action, il peut faire un focus, un verrouillage, un tonneau rouge, un logo qu'on n'a pas encore vu qui est un logo de rotation de tourelle, et ce logo-là, le dernier logo, rouge également, qui permet de recharger. L'action de rechargement permet de recharger les mines, les missiles, quand cela est possible. Par défaut, c'est possible, mais certaines cartes vous l'interdisent. Ce qui va être d'ailleurs le cas. En termes de cadran, c'est pas un cadran foufou, hein, voilà, ça se déplace à 4, mais bon, il y a quand même, à partir de 4, vous êtes en manœuvre rouge, donc vous êtes stressé. Voilà, c'est correct, c'est très compliqué de déstresser avec ce vaisseau, parce que c'est soit du tout droit, soit un virage léger 1, donc en gros, faut faire je caricature, mais il faut faire une accélération pour l'équivalent d'une accélération pour déstresser. Donc quand on a un vaisseau quand on a un vaisseau que l'on souhaite, ce type de vaisseau là, quand il est en PLS avec quelqu'un qui veut le shooter, si en plus il est stressé, l'adversaire normalement il se trompe pas beaucoup pour savoir où est-ce que vous allez atterrir. La compétence de Orton. Orton, tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez relancer un dé d'attaque pour chaque autre vaisseau allié à portée 0 ou 1 du défenseur.
Donc, en clair, et 0 ou 1 du défenseur, ça vous inclut. C'est-à-dire que si vous êtes à portée... alors, tant que vous effectuez une œuvre, vous pouvez relancer un dé d'attaque pour chaque vaisseau allié à portée 0 ou 1 du défenseur. Donc, ça vous inclut aussi... non, je dis une bêtise, ça vous inclut... enfin, si, ça vous inclut si vous êtes à portée 1. Mais voilà. Mais donc potentiellement, vous pouvez relancer pas mal de dés d'attaque si vous attaquez avec beaucoup de vaisseaux sur un seul. Il a une tourelle à canon ionique, donc la tourelle c'est un arc de tir qui peut s'orienter sur 360 degrés sur ce vaisseau, qui a 3 dés d'attaque et une portée de 1 à 2. Le canon ionique, c'est exactement ce qu'on avait vu juste avant, je crois. C'est le même principe, c'est-à-dire que si l'attaque touche, je dépense une touche ou un critique pour faire un dégât, et le reste inflige des marqueurs ioniques au lieu d'infliger des dégâts. Et il dispose aussi de mines de proximité avec 2 charges. Donc pendant la phase système, on peut déplacer une de ces charges pour larguer une mine de proximité en utilisant un gabarit 1. Et là, c'est marqué que cette carte ne peut pas être récupérée. Donc on ne peut pas la recharger. Donc clairement, votre action de rechargement ne sert à rien sur ce vaisseau. Et donc une mine de proximité, lorsqu'un engin explose, le vaisseau lance 2 dés d'attaque, puis ce vaisseau subit un dégât, plus un dégât normal ou critique pour chaque résultat correspondant obtenu. Donc je lance un dé, j'ai fait un dégât et plus jusqu'à 2 autres dégâts ou 2 autres dégâts critiques si on a un peu de chance au dé. Donc c'est violent. C'est violent les mines de proximité. C'est des gros gabarits, on le verra dans la partie. C'est pas de la minette, ça prend de la place. C'est plus gros le socle le gabarit d'une mine de proximité est plus gros qu'un vaisseau moyen. J'ai pas comparé avec un grand vaisseau, mais c'est plus grand qu'un vaisseau moyen. Ça, c'est une absolue certitude. Donc ça prend de la place. Quand on en pose une, il faut faire le grand tour. Et bagarre, on attaque les choses sérieuses. Allons-y. Le scénario, tiré au dé comme d'habitude. Scénario 1. Le scénario 1, c'est à l'assaut des satellites. Donc l'objectif, c'est prenez le contrôle du réseau de satellites avant que les forces ennemies ne le fassent. Alors, comment qu'on fait? Au début du jeu, les joueurs gagnent des points de mission égaux au déficit. Ah ouais, alors, ça c'est pour le comptage des points. Donc le comptage des points, si les 2 escadrons ne sont pas égaux en points, c'est-à-dire à 20, celui qui a à 19 donne des points de victoire à celui qui a 20. Je vous la fais courte, c'est ça que ça veut dire. Comment on compte les points? À partir du deuxième round, lors de la phase de dénouement, chaque joueur gagne un point de mission pour chaque satellite sous son contrôle. Et pour qu'un vaisseau soit sous son contrôle, c'est celui qui a le plus de vaisseaux à portée 0 ou 1 de ce satellite. Voilà. Et les vaisseaux moyens et grands, ça tombe bien, on n'en a pas, compte chacun pour 2 vaisseaux. Et lorsqu'un vaisseau est détruit et ou retiré du jeu, l'adversaire gagne des points de mission égaux à la valeur en points d'escadron de ce vaisseau. Et donc comment qu'on gagne du tout? Et c'est tout simple, on gagne à la fin. Si on table rase son adversaire, on a gagné. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et sinon, le premier qui arrive à 20 points, avec le mode de comptage juste vu juste avant, le premier qui arrive à 20, il a gagné. La partie se termine en 12 rounds, donc si au bout de 12 rounds, si les 2 joueurs ont au moins un vaisseau restant sur la zone de joueur, le joueur ayant le plus de points de la mission gagne. Bon, voilà. Merci de préciser. Alors, plaçons les obstacles. Donc, ça, c'est propre au scénario aussi. Donc, on place un obstacle au centre à 4,5 des bords. Jusque-là, tout va bien. On va rajouter donc 4 autres satellites. Les satellites seront à portée 3 du satellite central et à 2 les uns des autres.
Le premier satellite est placé par chaque joueur et il doit être placé à une portée de 2 à 4 de son propre bord de plateau. Et le second satellite placé par chaque joueur est à 2 à 4 du bord du plateau de son adversaire. Donc j'en place un proche de mon camp et un proche du camp de mon adversaire. Et après, on pose les obstacles. J'ai l'initiative. Bah, j'ai réussi, j'ai donc eu l'initiative, ce qui m'a permis de poser les satellites. Donc le satellite au centre a été posé et ensuite nous avons posé respectivement nos objectifs. Donc j'en ai posé un en bas à gauche, proche de mon terrain. J'aime bien, alors je l'ai posé le plus proche possible en respectant la règle, c'est-à-dire je l'ai placé proche de mon camp pour pouvoir avoir un objectif facile à contrôler et à conserver un moment. Jeff lui a posé son premier objectif proche de son camp en haut à droite, voilà, un peu plus vers le centre. Je pense que son idée c'était d'essayer de pouvoir essayer de tenir parfois deux objectifs avec quelques vaisseaux et essayer de les concentrer. Ensuite, j'ai posé mon deuxième objectif. Moi, je l'ai posé le plus loin possible du camp de Jeff pour pouvoir aller rapidement le chercher. Et je l'ai mis encore, vous le voyez tout en haut, à peu près au milieu. Je l'ai mis proche d'un bord de table parce que voilà, le centre, je sais par expérience que si on place tous les objectifs au centre, ça canarde dans tous les sens. Donc, j'ai essayé d'étirer un peu le plateau de jeu. Voilà, et donc Jeff lui a placé son objectif dans mon camp, en face de son premier, et assez proche de mon camp, ce qui m'a bien aidé. Enfin, c'est le genre de placement qui me plaît bien. Ensuite, il nous reste donc à placer les obstacles. Alors, les obstacles, j'ai donc placé le premier en bas à gauche. Je l'ai placé de sorte à le protéger au mieux, protéger l'objectif au mieux, en respectant les règles de placement d'objectif. J'ai également placé mes deux autres objectifs. Donc, alors, j'ai un point de détail. Donc, Jeff avait pris que des astéroïdes et moi, je n'avais pris que des débris. Point important. Donc un astéroïde, quand vous rentrez dedans, vous prenez un point de dégâts à minimum et vous lancez un dé de mémoire et vous pouvez en prendre un deuxième. Et moi, des débris, vous prenez un point de stress quand vous le traversez ou quand vous arrêtez dessus et vous lancez un dé et vous pouvez prendre un dégât. Et donc j'ai placé mes deux autres débris dans son camp, proche des objectifs. Voilà, je les ai mis entre les deux pour l'obliger à faire des manœuvres pour pas tourner autour de ses objectifs, ou tout du moins mettre des vaisseaux qui peuvent compter qui peuvent permettre de tenir deux objectifs. Jeff, quant à lui, a mis un gros objectif proche sur le côté droit, proche du central. C'est le premier qu'il a posé. Et ensuite, il a placé ces deux autres objectifs, ces deux autres obstacles, justement pour m'empêcher d'aller chercher l'objectif central et proche de l'objectif qui m'intéressait, qu'il avait pu placer dans mon camp. Nous sommes placés. Alors, le plan. Alors, le plan de Jeff, je ne l'ai pas. Par contre, je peux vous donner le mien. Le mien, il était assez simple. Tout en haut à gauche, le striker que vous voyez, c'est le vagabond. Mon plan, c'était le vagabond, il va rusher tout droit pour aller chercher l'objectif que j'ai placé du côté de Jeff. Prendre un virage serré à proximité. Donc l'idée, c'est d'arriver autour de fin de tour 2 sur l'objectif, tenir l'objectif au moins le tour 2, et puis après, comme je vais être obligé de prendre un virage serré pour tenir l'objectif, si quelqu'un me suit ou quoi, c'est de revenir vers le centre pour larguer des bombes. Si quelqu'un me suit ou si ça se passe au centre, je vais revenir naturellement vers le centre avec la possibilité de larguer des bombes derrière moi et de faire un peu le bordel.
Ensuite, si on descend, on voit donc, vous avez deux strikers vraiment qui sont collés au bord du tapis. Ça, ce sont deux strikers. Donc, celui qui est à peu près au milieu, c'est Countdown. Et Countdown, il va aller tenir l'objectif que Jeff a placé proche de mon camp. C'est un striker défensif, donc je me dis, voilà, je l'envoie, il va essayer de tourner autour et faire le ménage et tenir cet objectif-là, sachant que potentiellement, il va falloir beaucoup de tours pour le faire sortir tant qu'il n'est pas stressé. Et l'autre tout en bas, c'est la sentinelle planétaire, c'est le générique, et lui il va aller chercher l'objectif tout en bas à gauche, et il va tourner autour, et il va tenir cet objectif, puisqu'il est excentré, ça devrait bien se passer. Les deux autres strikers qui sont plutôt à l'intérieur de la table, en bas à gauche, eux vont gentiment aller vers l'objectif central et essayer On a Duchess et Pure Sabak qui sont là pour faire, du dégât et tuer de l'adversaire et marquer des points comme ça. Et aller foutre un peu le dawa au milieu. Quant à Jeff, lui, il a placé donc un binôme d'un X-Wing et d'un RZ1 en bas à droite, et une triplette avec un T65, un X-Wing, un Y-Wing et un deuxième RZ1, à peu près au milieu. Son idée, m'avait-il dit, c'était d'essayer puisqu'il y avait deux objectifs assez proches, c'est d'envoyer trois vaisseaux proches de cet objectif. Et je pense que je pense que mes trois strikers en bas à gauche ont un peu incité Jeff à positionner deux de ses vaisseaux en bas à droite, avec l'ambition de revenir par le centre et pareil, aller fighter au centre. Et ben c'est parti. Donc nous avançons, donc je commence par en haut, donc Vagabond va faire avance très très fort, hein, comme je vous l'ai dit. Son but c'est d'aller chercher l'objectif et d'y être placé pour tenir l'objectif au tour 1, au tour 2. Le RZ1, il y a un RZ1 qui vient gentiment lui faire face, ils sont pas à distance de tir. On a donc Canton qui arrive déjà sur l'objectif et qui va pouvoir lui tourner gentiment dessus. En bas à droite, en bas à gauche, pardon, on voit ma sentinelle qui est déjà aussi sur l'objectif et qui va gentiment tourner de tour. Et mes deux champions qui s'orientent et qui eux vont être à portée de tir donc du X-Wing et du RZ1. Donc là, ça tire gentiment. Donc en haut, on peut le voir, hein, voilà, comment ça se profile. Pure Sabak, pas Pure Sabak, pas Vagabond, lui, son prochain tour, il va prendre un virage qui va l'amener à proximité, certainement un virage, l'équivalent d'un virage 3. Je vais me rapprocher de cet objectif pour pouvoir le tenir 2. Et si je suis suivi vers le RZ1, ça veut dire qu'au tour 3, je vais pouvoir m'amuser à larguer quelques détonateurs thermiques. Et le Y-Wing et le T-65 dans l'axe ont gentiment, je pense, envie d'aller se battre avec Duchess et Pure Sabak. En bas, ça tire et ça tire fort. Je réussis franchement des très beaux jets d'attaque qui font que je lui sors son RZ1 au tour 1. Chose qui est quand même assez rare de sortir des vaisseaux en tour 1. Voilà, je le ventile. Ce qui me fait déjà gagner 4 points de victoire en tour 1. Donc ça part assez fort et commence très violemment cette partie. Donc il n'a pas pu mettre en avant toutes les compétences dont Jack Farrell peut bénéficier ou faire bénéficier à ses collègues. Donc là il perd un allié qui est quand même stratégique. Tous ces vaisseaux valent 4 points. Hein. Donc voilà. Premier coup dur, DT1, c'est sale ce que je lui ai fait. Je m'en excuse. Pure Sabak, pour faire ça, a quand même pris quelques lasers dans le groin. Et donc, j'ai perdu mon bouclier et j'ai pris ma première carte de dégâts. Donc là, prochain dégât, je n'ai plus que 3 dés.
Mais l'on voit quand même la force, enfin, la puissance de Pure Sabak de lancer 4D. Là, avec les deux zigs, j'ai lancé 7D. Bon, 7D pour faire 4 points de dégâts. J'ai pas, j'ai pas manqué de chance, hein, mais voilà, c'est très violent. Binôme extrêmement violent. Et le tour 2, donc Jeff reprend l'initiative, donc c'est lui qui va toujours bouger, et ça à peu près quasiment jusqu'à la fin, je crois que c'est au dernier ou à l'avant-dernier tour où je récupère l'initiative. Qu'est-ce qu'on dit qu'on fait du coup? Donc, ben, partant de là, j'avance mon vagabond, je suis suivi par le RZ1, le Y-Wing se dirige vers mon vagabond, et ma doublette Duchess et Pure Sabak font sauter un X-Wing. Pareil, gros gros coup de chance. Voilà, je lance encore 7D, hein, et là, on peut pas dire que je manque de chance et je réussis à le shooter, à lui sortir un deuxième vaisseau tour 2. Donc là, avant même de compter les points de satellite, les points de scénario, je suis déjà à 8-0 quoi. Donc là, ça commence à piquer sérieusement. J'ai mon ami Countdown qui essaye de tourner autour de l'objectif, mais bon, qui réussit à aller faire un bisou à un astéroïde. Le deuxième T-65 qui nous fait une manœuvre de retournement, pendant que ma sentinelle tourne gentiment autour de son objectif. Voilà, donc en bas, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, personne ne tient l'objectif, hein, on est un partout, hein. Le T-65 et ma sentinelle annulent la prise d'objectif. Au centre, j'ai la chance d'avoir Duchess qui tient l'objectif, peut-être avec Pure Sabak, mais sans conviction. Le Y-Wing, lui, tient l'objectif tout en bas. Et puis, le RZ1, il est posé sur l'objectif. On ne voit pas bien, mais il est posé sur l'objectif. Donc, certes, il est annulé par Vagabond qui est juste à côté. Mais voilà, c'est grosso modo. Donc, finalement, en termes d'objectifs, je tiens deux objectifs, il en tient. Par contre, c'est vrai que voilà, j'ai pas manqué de chance, hein, je vous ai dit, je sais même pas comment j'ai réussi cet exploit. J'ai dû me faire aider par Vagabond. Je crois que Vagabond a donné un coup de main, donc je lance 10 dés, et sur 10 dés, je lui fais 5 dégâts, quoi. Donc ça pique, ça pique. Effectivement, oui, c'est ça. Donc en fait, une fois que j'ai tiré avec Duchess, j'ai enchaîné avec Pure Sabak. J'ai lancé mes 7 dés, et comme je voyais qu'il était quand même faiblard, ce Greyqueen, bah, Vagabond l'a achevé. Par contre, Pure Sabak, il en a repris un peu dans le groin, donc il a perdu. Ce coup-ci, il a perdu encore un point de coque, et cette fois-ci, il ne tirera plus qu'à 3D. Mais bon, voilà, il a fait le taf, hein. Là, clairement, on peut pas lui reprocher, il a fait le ménage. Vagabond a pris une attaque a perdu un point de coque. J'ai utilisé cette fabuleuse compétence qui est insaisissable pour ne rien faire. Et Canton, lui, bah, je vous l'ai dit, hein, comme il fait des bisous à des astéroïdes, bah, il prend des dégâts, il se fait du mal tout seul, ce brave garçon. Alors, que dire de la suite? Donc, le Gyrakwing avait largué une mine proche de son objectif, donc de son satellite, hein, donc ça va m'embêter un petit peu. Autre chose que je vous ai pas dit, c'est que Vagabond a lancé deux détonateurs thermiques, et j'ai rien fait avec. Je n'ai absolument rien fait. Jeff a fait une super manœuvre qui lui a permis de se mettre hors distance de la première bombe, et la deuxième a rien fait. Donc voilà. Donc j'ai cramé deux marqueurs pour rien. Mais c'est le jeu. Et donc voilà. Donc ensuite, le Y-Wing et le RZ1 se rapprochent de l'objectif
qui est de mon côté, qu'ils avaient posé de mon côté. Cette fois-ci, Canton est un peu loin, je trouve, de l'objectif. Et pour sortir de l'astéroïde, bah, fallait trouver des solutions. Vagabond continue son petit périple tout en tenant l'objectif. Et potentiellement, je me disais que je pouvais lancer éventuellement deux détonateurs thermiques, mais j'avais peur de toucher Duchess. Et le T-65 qui restait, le X-Wing, là, lui m'a sorti le pur sabac. Il a vengé ses deux petits copains et il l'a fini. Voilà, grâce à une belle petite manœuvre. Et puis Sentinelle qui continue gentiment à tourner autour de son objectif. Au revoir, pur sabac. T'as fait le taf, mais tu l'as bien fait. Voilà, donc j'avais lancé ce que je vous disais, hein, j'ai lancé deux détonateurs thermiques qui ont fait que pouic. Et donc voilà. Donc comment cramer deux détonateurs thermiques pour Cutty. Ensuite, donc là on arrive dans le Money Time. Donc cette fois-ci, Jeff nous fait des manœuvres, il fait une manœuvre de retournement avec son RZ1 et poursuit avec son Y-Wing. Duchess vient bumper dans le Y-Wing et Canton se retrouve vraiment dans une position idéale pour tirer sur les RZ1. Pendant ce temps-là, je vais revenir sur cette phase-là, mais pendant ce temps-là, je finis de vous décrire ce qui se passe. Vagabond fait un virage, il se met en position pour potentiellement le tour d'après pouvoir lancer ses deux derniers détonateurs thermiques sur le T-65 qui commence à envisager d'aller me chercher l'objectif où se trouve la sentinelle. Parce qu'il voit bien qu'au centre, ça va devenir compliqué de le tenir, compte tenu de la position de ses vaisseaux. Il va tenter le tout pour le tout, aller chercher l'objectif en bas à gauche pour essayer de faire un strike et marquer 3 points d'objectif. Ça devient compliqué, hein. Au passage, je reviens en haut, le Y-Wing a largué une deuxième bombe, une deuxième mine, pardon, et cette mine est tombée, à chevauche même le satellite. Donc voilà, il y a deux satellites qui sont quasiment condamnés un peu à cause de la mine, parce que il y en a une dessus, et puis l'autre qui est entre un nuage de débris et une mine, et un autre nuage de débris, enfin, compliqué à les chercher, ceux-là. Donc on est en train de se battre gentiment pour les trois qui restent, pour essayer bah, de gagner la game. Voilà. Et donc là, je reviens en haut, comme je vous ai dit, sur le Y-Wing et le RZ1 et mes deux strikers. Donc j'ai Duchess et j'ai Countdown. Et là, je me pose beaucoup de questions sur qui tire sur quoi. Je sens bien que potentiellement, il y a possibilité de faire du strike et de virer un de ces vaisseaux. Le Y-Wing est plus costaud, mais n'a qu'un seul dé de défense. Le RZ1 est beaucoup moins costaud, mais il a 3 dés de défense. Et là, je vais lancer un peu plus que... je vais lancer 7 dés. Pourquoi 7 dés? Parce que quelle que soit la solution que je prends, potentiellement, j'en ai un qui sera à portée 1 et l'autre qui sera à portée 2. Donc, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui est le mieux? De jouer avec les dés, c'est-à-dire là clairement jouer avec les dés de défense de mon adversaire qui allait à 3 dés pour essayer de faire 4 points de dégâts, ou d'y aller mon adversaire n'aura qu'un seul dé de défense et de mémoire il y a 6 ou 7 dés à faire sauter. Enfin 6 ou 7 points de coque et de bouclier à faire sauter. Et ben j'y suis allé sur le Y-Wing. Voilà, je privilégiais Duchess avec sa force, possibilité de modifier. Elle avait bumpé, mais quelque part. Et je me dis à ce moment-là aussi que le RZ1, si je dégage le Y-Wing, il pourra plus faire grand-chose. C'est un vaisseau qui est assez fragile. Euh, Potentiellement, il tourne le dos à un de mes vaisseaux. Donc, même s'il tire sur Duchess, qui devrait survivre, il a quelqu'un au cul. Et voilà, l'idée, c'est de
je me dis que le Y-Wing, j'aurais pas d'autre chance de tirer deux fois dessus. Donc en fait, ce qui fait basculer la balance, c'est vraiment de me dire, ah, le Y-Wing, là j'ai deux vaisseaux qui peuvent lui tirer dessus, le tour d'après, qu'il soit là ou pas là, de toute façon, le RZ1, il aura du monde aux fesses. Et en plus, si le Y-Wing est plus là, bah, Duchess, elle nous fait une manœuvre de folie, et puis elle nous fait une petite manœuvre sympathique, et du coup, le RZ1, il peut se retrouver encore à 2 contre 1 au tour d'après. Donc, décision est pas faite de tirer sur le Y-Wing. Et puis, ça me réussit. Je lui sors son Y-Wing. Donc on se déplace et là je fais quelque chose. Là on est vraiment dans le money time et là on commence à jouer sérieusement les points. Plutôt que d'aller chasser le RZ1 qui me reste, parce que là je viens de marquer 4 points encore avec le Y-Wing, bah je prends la décision de faire des manœuvres de retournement et de m'assurer de garder au moins un objectif. Vagabond, lui aussi, fait une manœuvre de retournement pour contester l'objectif central. Et en bas, sa bagarre se retrouve elle contre elle pour le dernier objectif. Et donc ça nous donne tout en bas. Donc bah là, je crois que mon striker est hors portée. Donc il marque il tient cet objectif-là. Et en haut, je tiens les deux parce que Duchess et Vagabond tiennent l'objectif central et j'ai deux Duchess et Canton qui tiennent encore un objectif. L'objectif en haut à gauche. Donc je réussis à marquer les trois. Et du coup, c'est la fin de la game. Parce que le score final, il est sec, un 21-8. Je lui ai retiré, que je vous dise pas de bêtises, je lui ai retiré son Y-Wing, c'est un T65 et un RZ1. Donc ça me fait déjà 12 points. 12 points, ça pique. C'est très difficile à remonter. Donc ces strikers, alors ces strikers, que dire? Que dire des strikers? Que dire du plan? J'ai énormément pris de plaisir à les jouer. C'est assez compliqué à se positionner et à savoir comment. euh, voilà, ce système d'aileron avancé, c'est un peu perturbant, mais c'est aussi perturbant pour votre adversaire qui ne sait jamais vraiment où vous allez aller. Ça vous ouvre une foultitude de possibilités. Et quelque chose que j'ai découvert en toute fin de partie et que j'ai vraiment pris conscience a posteriori, c'est que ce système-là, ça vous permet quand même potentiellement de décider de ce que vous allez faire. euh, comment m'exprimer? Euh, Potentiellement, les ailerons adaptables, vous choisissez, vous annoncez quand vous utilisez les ailerons adaptables, vous annoncez la manœuvre que vous avez faite. Donc elle n'est pas planifiée. La seule chose qui est planifiée, c'est ce que vous avez sur votre cadran de manœuvre à côté. Ce qui veut dire que potentiellement en fonction de ce qui se passe, vous pouvez prendre un virage serré ou un tout droit 1. Et ça peut pas mal changer la physionomie de votre déplacement. Entre le moment où vous l'avez prévu dans la toute première phase de manœuvre, quand vous prévoyez ce que vous allez faire comme manœuvre, et le moment où vous allez réellement le réaliser, il peut se passer plein de choses en fonction de l'initiative, en fonction de ce que fait votre adversaire. Il peut se passer vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et les ailerons adaptables, ça permet aussi un peu de flexibilité entre ce que vous avez. Vous avez un plan B, vous avez le plan A, et puis vous avez le plan B qui peut être un plan ajusté, pas follement, c'est pas révolutionnaire, vous ne changez pas votre cadran de manœuvre, mais vous pouvez, on va dire, l'adoucir euh, pour, euh, pour réaliser des choses. Et ça, c'est très 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 intéressant, surtout quand on est débutant. Ça permet d'ajuster. Par contre, l'inconvénient, même quand on est débutant, c'est que les ailerons adaptables, pour aller faire des bisous dans tous les obstacles possibles et imaginables, ou les adversaires, c'est quand même très très
simple à aller se foutre dans un astéroïde ou dans un nuage de débris ou Dieu sait quoi. Et voilà, c'est pas simple à prendre en main, mais qu'est-ce que c'est marrant, et c'est vraiment une mécanique très particulière. Le fait d'en jouer 5, je les trouve hyper complémentaires les uns envers les autres. Ouais, celui qui m'a le plus servi en point, mais finalement qui est le moins fifou, c'est la sentinelle, la petite sentinelle. Je réfléchis, savoir si j'ai une autre possibilité. Je pourrais mettre une navette T4, T4A. C'est quelque chose que je réfléchis. J'hésite si je devais l'améliorer. Peut-être j'essaierai certainement un jour de virer la sentinelle et de prendre une T4A pour avoir une action de coordination. Ça mériterait une partie de test. Ce sera peut-être moins fun à jouer, ce sera peut-être plus compétitif, mais voilà, ça c'est une chose. Et puis Vagabond, c'est très bien. Après, bon, le manque de chance fait que je me pose beaucoup de questions autour du détonateur thermique. J'ai prévu une autre compo que je vous présenterai certainement dans un autre rapport parce que j'ai envie de continuer ces loulous-là. Voilà, pour moi, ce qui est sûr, c'est que les trois autres, la décision elle est prise. Je vois pas. Il faudrait vraiment des grosses circonstances de jeu ou quelqu'un qui fasse vraiment déjouer avec ceux-là pour que je change d'avis. Mais le 4D, il est mortel. Duchess avec son point de force, c'est du bonheur de pouvoir utiliser ça. Canton, bon. Canton est un sac à nion, donc voilà, potentiellement, ça donne un peu de robustesse. Donc je vous dis, j'ai deux sujets à améliorer. Vagabond, enfin l'équipement de Vagabond. Je sais pas bien comment l'équiper mieux. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et la sentinelle, sur un scénario où il y a 5 objectifs, il est bien. Qu'est-ce qui m'apporterait sur un scénario où il y avait beaucoup moins d'objectifs à tenir et qu'il y aurait plus de fight? Je sais pas. Ça mérite, je vais tester ça, je réfléchis à tout ça. En tout cas, c'est bien cool. Je vais continuer à vous filmer des parties. La prochaine partie, je ne sais pas, ce sera peut-être un moi contre moi ou alors un moi contre quelqu'un. Je n'ai pas encore fixé de date. Au pire des cas, j'espère, si je trouve un opposant, jouer le 15 à la table des stratèges, le 15 novembre. Et d'ici là, bah, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Bravo et merci. Et à bientôt.